Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Vous l'avez sans doute suivi, durant les dernières 24 heures, la tempête Daniel s'est abattue sur les régions est de la Libye, faisant plusieurs milliers de morts, de blessés et de disparus et causant de très graves dégâts matériels. Un cyclone d'une violence à laquelle le bassin méditerranéen n'est pas habitué. Un phénomène climatique plutôt nouveau que les experts imputent globalement au changement climatique. La Turquie, la Grèce ou encore la Bulgarie ont également été touchés par Daniel, sans toutefois causer un bilan aussi lourd en matière de pertes humaines ou encore matérielles qu'en Libye. Nous allons tenter de jeter un regard technique sur ce phénomène ce soir dans l'échiquier international. Restez avec nous, c'est juste après ça. Et pour tenter de disséquer le phénomène de la tempête Daniel qui frappe la Méditerranée, nous aurons ce soir le plaisir d'accueillir Houaria Benrakta, prévisionniste météo à l'Office algérien de météorologie. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous aussi et merci pour l'invitation. Alors avant de basculer sur le débat, jetant un coup d'œil justement sur ce sujet signé Amel Amziane Zitouni en ce qui concerne justement quelques détails techniques concernant la tempête Daniel. Daniel, une tempête qui balaie le sud-est de l'Europe et qui s'est glissée vers le nord-est de l'Afrique. Début septembre 2023, les très fortes intempéries ont provoqué d'importantes inondations et des glissements de terrain en Turquie, en Bulgarie et en Grèce avant d'arriver jusqu'en Libye. Les experts en risque naturel pensent que ce phénomène météorologique est directement lié à l'épisode de forte chaleur que connaît le bassin méditerranéen. Le coup de chaleur actuel est dû à une situation météo dite en oméga, par rapport à la forme de la lettre grecque oméga. Un anticyclone chaud et sec coincé entre deux gouttes froides, les pieds de l'oméga, vers lesquels converge beaucoup d'humidité. La situation est assez rare, elle se produit moins d'une fois par an en moyenne. Mais le contexte de réchauffement climatique fait que ces masses d'air contiennent de plus en plus d'humidité. L'attention des experts du ciel se porte maintenant sur l'évolution de cette tempête. Ils se demandent s'il s'agirait d'un cyclone méditerranéen. Certains ont constaté ces dernières années que la Méditerranée pourrait changer complètement ses caractéristiques. La mer Méditerranée est devenue un hotspot de ce qui se passe dans les océans de la planète. C'est un peu inquiétant, non seulement du point de vue de l'évolution des espèces vivantes qui trouvent désormais des conditions de vie totalement différentes, mais aussi parce que ces conditions conduisent à des événements atmosphériques extrêmes et violents. Bien que ces événements soient encore sporadiques, nous assistons à des précipitations semblables à des ouragans. Si l'on prend la Méditerranée comme échelle de référence, on préfère parler de tornades. En attendant les dernières inflexions du ciel, la question se pose de l'adaptation des pays face à ces catastrophes coûteuses en vie et en matériel. Allez, sans plus tarder, place au débat avec madame Benrakta. Les cyclones, madame, est-ce que c'est un nouveau phénomène climatique en Méditerranée ou est-ce au fond quelque chose de normal ? Alors, ce qui s'est passé en réalité sur la partie est du bassin méditerranéen est surtout caractérisé, ce qu'on appelle par une tempête méditerranéenne. Parce que lorsqu'on passe d'une tempête à un cyclone, à un ouragan, c'est des échelles bien définies. Et ces échelles-là ont une relation directe avec la vitesse du vent. Donc, oui. La situation qui a touché la région est de la Libye, elle a été plutôt caractérisée par des vents forts qui ont atteint les 63 km par heure. Donc, lorsqu'on reste dans 63 jusqu'à 117 km par heure, on reste toujours dans ce qu'on appelle une tempête méditerranéenne plutôt qu'un cyclone. Très bien, madame, mais vous conviendrez que les deux rives de la Méditerranée, durant tout l'été, ont fait face à des épisodes
météorologique plutôt antinomique avec succession de très fortes chaleurs et puis de pluies torrentielles. Est-ce que ce phénomène également serait à l'origine de ces cyclones et comment l'expliquer? Alors, effectivement, durant cet été, on a remarqué qu'il y avait tout de même un blocage des centres d'action. Donc, c'est tout à fait normal quand vient l'été, les centres d'action ne se déplacent pas rapidement. Mais cette fois-ci, il y avait un blocage, mais aussi que les valeurs des fortes pressions qui existaient étaient très importantes. Donc, ce qui a fait que ce blocage-là, comme on vient de l'entendre par cet expert, que la forme en météorologie qui est utilisée, c'est la forme oméga. La forme oméga, c'est qu'il y a les fortes valeurs de pression sont coincées entre deux centres d'action de faibles valeurs de pression en altitude. Alors, ce blocage-là, il a favorisé que notre région, donc l'Algérie, elle était plutôt sous l'influence de ces fortes valeurs de pression. C'est ce qui a fait qu'on a enregistré, je rappelle, des températures caniculaires qui avaient persisté. On avait même enregistré des records sur notre pays, tandis que sur les deux autres rives, donc sur la partie est et ouest du bassin, on retrouvait ces faibles valeurs de pression d'altitude qui étaient synonymes d'air relativement frais, mais cette situation, elle a persisté, comme je viens de le dire. Il y a autre chose, il ne faut pas oublier que la température, à la surface du bassin méditerranéen, elle a enregistré un record tout de même. On est arrivé à 26 degrés Celsius comme température de la surface du bassin méditerranéen. Donc, tout ce qui est chaud, c'est surtout un carburant très fort pour la formation de ce qu'on appelle la convection profonde. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de cyclone, lorsqu'on parle de tempête, la naissance et son origine, c'est une dépression qui est très creuse, c'est une dépression qui est très importante, ça veut dire qu'il y a des basses pressions. Il y a eu aussi une cyclogénèse, ça veut dire qu'il y avait un creusement de cette dépression, c'est ce qui a favorisé aussi le renforcement des vents et c'est ce qui a fait de la mettre au niveau d'une tempête et non pas d'un cyclone. Peut-être de temps à autre, on a enregistré sur la région est de la Libye des valeurs de vent qui ont dépassé les 118 km par heure, mais c'est surtout un vent moyen qui était coincé entre 63 et 117 qui fait que elle est classée en tempête méditerranéenne. Il faut ajouter à cela aussi les fortes averses. Il y a eu des précipitations très importantes, mais dans un laps de temps qui était vraiment très réduit. Donc, on a enregistré, je rappelle, sur les autres régions comme la Russie, la Turquie, il y avait la Turquie et la Grèce aussi, on avait enregistré des précipitations, des quantités qui ont avoisiné 800 à 600 mm en 24 heures. C'est 57 fois la normale du mois sur ces régions. Donc, c'est des quantités très appréciables et qui sont tombées dans un laps de temps très réduit. Là, ça veut dire qu'il y avait une forte convection, il y avait la convection profonde. Je vais expliquer un peu, quand on parle de convection, ça veut dire une formation de nuages convectifs qui sont responsables des orages, des averses et des vents forts. Il y avait eu les ingrédients pour que l'activité devienne importante. Il y avait de la chaleur, le carburant. Il y avait aussi, en altitude, de l'air qui était suffisamment froid pour favoriser une extension verticale très importante du nuage convectif. Donc, tout était là, tout était prêt pour qu'il y ait une activité très importante. Très bien, Madame Benrakta, vous l'avez dit, donc il y a aussi cette question des fortes précipitations auxquelles peut-être la région méditerranéenne n'est pas habituée, notamment durant les dernières années où les côtes, notamment sud de la Méditerranée, font face à une espèce de sécheresse qui devient chronique. Est-ce que la Méditerranée, tout simplement, ou le climat, les caractéristiques climatiques de la Méditerranée, qui est une mer, sont en train de se transformer en caractéristiques d'un océan? Alors, ce qui est vraiment visible, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un changement dans tous les paramètres météorologiques concernant la partie du bassin méditerranéen. Vous venez de parler de sécheresse, donc si on entend ce cumul de précipitations qui tombent et on dit qu'on est en sécheresse, peut-être les gens vont dire qu'on est en contradiction. Pas du tout, parce que
c'est-à-dire une distribution qui n'est pas homogène ni normale de la pluviométrie. Autrefois, la distribution de la pluviométrie, on l'avait par saison. Actuellement, tout ce qui est bilan ou tout ce qui est le bilan, oui, de toute une année, on peut l'avoir en un mois. Donc, on peut avoir une normale en quelques heures. Donc, c'est ce qui fait que les autres jours, c'est des jours où il n'y a pas de pluie, des jours de non-pluie. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a effectivement cette sécheresse. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le bassin méditerranéen, il appartient au globe terrestre. Oui. S'il y a un changement de climat quelque part, lui aussi va subir cet impact du changement du climat. Il le subit et on est en train de le vivre actuellement. On est en train de vivre cette sévérité dans le temps puisque on vit des situations caniculaires où, je rappelle, Météo Algérie, elle est passée pas loin de cet été, pas loin du mois de juillet, on est passé quand même à un niveau de vigilance rouge concernant des températures extrêmes. Si on parle aussi du froid, je reviens un peu en arrière, Oui. l'hiver aussi, on a envoyé des BMS de grand froid. Donc, on remarque bien que le type du climat commence à changer réellement sur toute la rive méditerranéenne et surtout aussi sur notre région et sur les régions appartenant à l'Afrique du Nord. Alors justement, Madame Benarakhta, c'est ce phénomène qui se généralise petit à petit, doucement, mais sûrement beaucoup de pays, que ce soit de la rive nord ou sud de la Méditerranée, connaissent des changements en température, parfois en plein été, qui sont un peu surprenants. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces phénomènes, Madame, mais surtout de leurs conséquences, notamment lorsque l'on a des bilans de pertes humaines aussi lourds qu'en Libye? Alors, effectivement, et malheureusement, à ces pertes-là en vie humaine, permettez-moi de présenter mes condoléances à nos frères et sœurs en Libye, au nom de Météo Algérie, de tous mes collègues et au nom aussi de la direction générale, que Dieu Tout-Puissant soit avec eux. Effectivement et malheureusement, il y a des dégâts humains. Oui. À partir de toutes ces rencontres, je rappelle, il y a des COP, hein, il y a des COP 21, COP 22, COP 23, COP 27, on va passer à la COP 28. Donc, on est en train de se réunir autour d'une table, essayer de voir l'avenir du climat, du temps sur la terre qui nous appartient et sur cette terre où on n'a pas où aller. Elle nous appartient, elle est notre mère, elle est notre maison. Donc, effectivement, le temps change, le climat change, le type du climat est en train de changer. On le vit, on est en plein cœur du changement de climat. S'inquiéter peut-être, on a dépassé le stade de s'inquiéter parce que là, c'est une réalité, on est en train de la vivre. Ce qu'il faut peut-être, c'est essayer de s'adapter. L'adaptation, elle est très importante dans ce cadre-là. Quand je parle d'une adaptation, point de vue citoyen, et une adaptation aussi pour des structures qui ont une habilité d'intervenir en cas de situation pareille. Donc, une adaptation, elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas empêcher une perturbation de donner ces quantités de pluie. On ne peut pas détourner une perturbation, on ne peut pas détourner une canicule, ni un grand froid, ni un orage. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de mieux le prévoir, c'est essayer de se préparer pour le recevoir. Et comme ça, on va essayer de contribuer à la diminution de l'impact de la sévérité de ce phénomène. Alors, Madame Benarakhta, prévisionniste météo à l'Office algérien de météorologie, dans leur dernier rapport, les experts du GIEC, Madame, pointaient du doigt le lien entre la multiplication et l'intensification des événements climatiques extrêmes de ce genre et le changement climatique, un lien apparemment direct. Selon eux, chaque degré supplémentaire de réchauffement équivaut à une augmentation de 7% des précipitations lors des tempêtes et orages. Est-ce que cela veut dire que nous allons devoir apprendre à vivre de manière différente par rapport à notre environnement climatique? Effectivement, donc comme vous venez de le dire, une augmentation de la température, quand on parle d'une augmentation de la température, c'est l'augmentation de la température moyenne de la surface de la Terre. Alors, une augmentation de 0,5 degré, de 1 degré, a un impact très important sur la circulation générale. Parce que les centres d'action existants,
c'est eux qui sont responsables du type de temps qu'on vit actuellement. Et lorsqu'il y a d'énergie en plus sur la surface de la Terre, cette énergie, ce n'est rien d'autre que cette température élevée, il y aura une réaction qui ne sera pas normale de ces centres d'action. Il n'y aura pas les mêmes saisons, il n'y aura pas la même distribution de la pluviométrie. Donc, c'est quelque chose qui est en plus, et on sait que la Terre est en train de se défendre, de dire j'ai de l'énergie en plus, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ce qui se passe réellement, c'est que les perturbations deviennent plus sévères, comme le GIEC vient de l'annoncer aussi, que la sévérité des perturbations, aussi la fréquence de tout ce qui est, la fréquence des perturbations sévères, elle va augmenter. Les systèmes orageux vont être plus violents et vont intéresser, bien sûr, d'une manière fréquente les régions du Nord. Et en plus, il faut aussi parler que de l'autre côté, on risque d'avoir des situations de sécheresse. Donc, la sécheresse, elle viendra même si la pluie, elle est là, parce qu'il y a une mauvaise distribution et tout l'eau déversée, il va aller soit vers les océans, soit vers les mers. Donc, effectivement, la situation météorologique, on ne va pas dire pour alerter les gens ou bien pour dire que non, on vit une situation où il faut tous réagir. Comme vous venez de dire aussi, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à ce genre de sévérité de phénomène. Je rappelle, si vous permettez, que l'Algérie aussi, elle a vécu des situations sévères qui ont occasionné une perte de vie humaine très importante. Je rappelle en 2001. En 2001, on appelait ça Beblouet 2001. C'était une situation météorologique, mais il y avait une cyclogénèse sur le bassin méditerranéen. Elle était focalisée sur l'Algérois. C'était au large d'Alger. Donc, il y avait une forte pluviométrie. Il y avait aussi des vents forts. Il y avait une mer qui était déchaînée. Donc, c'était aussi une cyclogénèse très importante du bassin. Les experts aussi essaient d'étudier à chaque fois le bassin méditerranéen parce que ce n'est pas un océan, c'est un bassin semi-fermé. Les phénomènes ne ressemblent pas à ceux des océans, donc où l'activité peut-être de tous les phénomènes météorologiques n'est pas la même. Donc, et la forte cyclogénèse, elle est répétée sur notre région. Très bien, madame. Alors, la tempête et le cyclone Daniel qui se dirige normalement peu à peu vers encore les régions sud-est de la Méditerranée, vers l'Égypte notamment. Comment, pour rester sur les explications techniques, quel est le cycle de la fin de vie de ce genre de phénomène météorologique? Est-ce qu'il va en se renforçant ou en perdant de son intensité au fil de sa vie, tout simplement? Oui, alors je viens d'utiliser des mots techniques, pardonnez-moi, j'ai dit la cyclogénèse, sans expliquer. Cyclogénèse, c'est le creusement des dépressions. Donc, cette dépression qui est en train d'évoluer de la partie est de la Libye vers la partie sud-est du bassin méditerranéen, son évolution, on est en train de la suivre. Elle évolue doucement, mais en perdant de son énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que où elle était, elle avait aussi un apport d'humidité très important. Donc, la partie où se trouvait la dépression, il y avait une distance très importante du bassin. Il était plus large, il n'était pas rétréci, il était plus large. Donc là, il puisait plus d'humidité et aussi de la chaleur qui était importante, puisque la surface de l'eau du bassin, elle était vraiment élevée, la température. Donc, cette énergie, en se déplaçant, il ne faut pas oublier aussi, plus il rentre dans le continent, plus il va perdre de son activité, parce qu'il va ne plus être nourri de cette humidité qui lui donne cette énergie. Donc, on a vu une évolution effectivement vers la partie, comme vous venez de dire, sud-est du bassin, de l'est du bassin méditerranéen, mais ce qui est demandé, c'est la surveillance. Parce que malgré tout ce qu'on connaît des cyclones, on vient de dire qu'il y a un changement dans le climat. Donc, ce qu'il faut comme météo, c'est de faire la veille continue et le suivi de son évolution pour pouvoir donner des alertes fréquentes. Et l'homme, Madame Benarkhta, semble parfois impuissant devant la puissance, les conséquences de tels épisodes météorologiques et climatiques.
Y a-t-il une forme, comment lutter contre ces épisodes? Est-ce qu'on peut les prévenir? Quelle manière peut-on lutter peut-être en amont efficacement? Ou est-ce que l'on est contraint, obligé d'en subir les conséquences tant que nous n'avons pas changé nos habitudes de consommation vers une consommation, notamment en énergie, plus respectueuse de l'environnement, par exemple? Oui, effectivement, j'allais le dire que ce n'est pas seulement le facteur météo à 100% qui a causé tous ces dégâts. Il ne faut pas oublier que l'homme et l'être humain aussi, il a une part de responsabilité. Venons ici parler de cette vulnérabilité des lieux. Alors, les lits WED, des fois, ne sont pas nettoyés. Des fois, il y a des constructions dans des lits WED. Aussi, si on parle des avaloirs aussi, des fois, il n'y a pas un bon entretien des avaloirs. Il y a aussi les barrages et les bassins versants. C'est un tout. Donc, effectivement, la nature, elle est en train de nous donner une pluviométrie très importante. Malheureusement, son impact, il est néfaste sur nous. Mais ce qu'il faut faire, et moi, je dis qu'il y a deux choses à faire. Premièrement, quand j'ai parlé d'une adaptation, c'est qu'on puisse prévoir aussi l'arrivée du phénomène. Donc, c'est ce qui fait le rôle de la météorologie. Elle est là autant que secteur, d'essayer de prévoir l'arrivée des phénomènes, d'améliorer la prévision, d'être plus pointu, plus fin sur la région qui va être touchée, sur peut-être les quantités qu'on peut enregistrer. Mais ici, je dis que la science a ses limites, parce qu'on a vu que tous les modèles de prévision numérique du temps déterministe qui existent actuellement n'ont que prévoir la quantité. Ils ne peuvent pas prévoir la quantité que peut déverser un orage ou une tempête pareille. Donc, on s'approche de la réalité, mais on n'arrive jamais à donner une valeur exacte. Pour cela, j'ai dit que le secteur de la prévision, il est là. Donc, vous demandez est-ce qu'on peut prévoir? Oui, on peut prévoir l'arrivée d'un phénomène, mais sa sévérité et donner exactement les quantités appréciables qui tombent, on ne peut pas arriver à ce but-là. Ça, c'est la science et c'est sa limite. Il y a autre chose, il faut qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire une adaptation unisectorielle. Il faut que tous les secteurs concernés soient au même niveau d'information, soit que ces secteurs-là qui sont habilités d'intervenir en cas de situation extrême ou sévère, et tout un système développé, préparé pour intervenir en cas de ce genre de situation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, notre pays, il est habitué à recevoir en cette période de transition pas des tempêtes, mais plutôt une convection et des situations convectives qui intéressent surtout les régions de l'intérieur du pays et qui risquent de déborder sur nos côtes. Donc, connaissant cette information, aussi en ayant l'information de Météo Algérie qui est actualisée à chaque fois, en suivant les alertes, en suivant les BMS, on peut faire un petit planning d'intervention. Il faut aussi connaître les zones vulnérables, c'est très important. Parce que là, je parle de l'Algérie. Des fois, il y a des wilayas et même des quartiers, au niveau des quartiers, où il y a des quartiers qui sont vulnérables à l'inondation, donc quelques 20 mm peuvent les inonder, et d'autres quartiers, d'autres régions, on peut avoir 80 mm et ces régions ne sont pas inondables. Ça veut dire qu'il y a des points noirs, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui sont vulnérables à un certain seuil de pluviométrie. Ça a été le cas, madame, pardonnez-moi de vous couper, ça a été le cas en Libye. La vétusté des infrastructures a été remise en question lors de ce drame. Exactement, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas l'impact seulement météorologique qui a causé tous ces dégâts. C'est vrai, il y avait la pluviométrie importante, il y avait des averses dans un laps de temps très restreint, il y avait aussi des vents très très forts, mais il y avait en parallèle aussi cette vulnérabilité des lieux, il y avait aussi cette infrastructure, il y avait aussi l'homme, donc sa responsabilité dans ce genre de situation. Houaria Benrakta, prévisionniste météo à l'Office algérien de météorologie. Merci madame pour toutes ces explications techniques. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Mesdames et messieurs, nous avons tenté de disséquer le phénomène
du cyclone Daniel qui a frappé très durement la Libye. Je rappelle le bilan provisoire, plus de 5000 morts et plusieurs dizaines de milliers de disparus. Courage à la Libye, espérons que le pays se relèvera plus fort de ce drame. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt dans l'Échiquier international.